L'Europe a un petit côté machine. Mais quoi? Comme n'importe quelle organisation institutionnelle. Alors il faut revenir à ce qu'est l'Union européenne, ce monstre froid technocratique qu'on nous défend ou qu'on nous célèbre, parce que finalement, il y a aussi des gens qui considèrent que l'Europe devrait être laissée aux spécialistes. Moi, je ne le pense pas. Je pense que justement, l'Europe, c'est quelque chose de citoyen, et que nous devons, nous, en tant que citoyens, tout autant que nous savons comment fonctionne, je l'espère, le fonctionnement de la loi française, ou le fonctionnement de la loi allemande si nous sommes citoyens allemands, etc., etc., nous devons connaître au moins le fonctionnement de l'Union européenne. Pourquoi? D'abord parce que nous allons voter pour le Parlement européen. Donc il est important de savoir où se situent nos députés européens dans l'architecture institutionnelle et la fabrique, en fait, des politiques communes à l'Union européenne. C'est donc un devoir citoyen, pas simplement académique, fait pour les universitaires, ou politique, fait pour les lobbyistes ou pour les représentants français à Bruxelles ou en France. C'est donc un devoir citoyen. Mais pour cela, il faut comprendre. Il faut comprendre ce que c'est que l'Union européenne. L'Union européenne, il faut voir d'abord que ça n'est pas une création de technocrates, c'est d'abord une création politique. Ce sont des États membres souverains, comme on le dit dans la polémique, qui décident de mettre en commun un certain nombre de leurs compétences. Alors au début, ils mettent en commun des compétences communes, du type organiser la gestion des transports transfrontaliers. Bon, pourquoi pas? Et puis de plus en plus, parce qu'ils en ont besoin, ils intègrent des politiques de plus en plus proches du cœur et de la chair de l'État. Mais ça, c'est un processus sur lequel on reviendra. Ce qui nous intéresse, c'est que les États membres sont moteurs dans la construction européenne. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'Union européenne sans la volonté des États membres de faire l'Europe. Eh bien, d'une façon très simple, ces États font entre eux des traités internationaux, de droit international. Le droit international ayant cette valeur supérieure au droit national. Les États peuvent choisir de ne pas respecter les traités internationaux qu'ils font. Mais s'ils le font, ils mettent en doute leur propre parole. Il y a une petite différence cependant avec l'Union européenne, puisque l'Union européenne, dans ses traités, les États ont fait en sorte que ce soit assez coûteux de revenir sur sa parole. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement mettre en place des mécanismes de solidarité et des mécanismes d'interdépendance en faisant des politiques communes. Ces traités prévoient donc non seulement des objectifs, qu'on a à l'article 1, une union sans cesse plus étroite entre les peuples, mais aussi des valeurs communes, qu'on trouve à l'article 2 par exemple, mais aussi, et c'est le plus important, des institutions communes, une Commission européenne, un Conseil de l'Union européenne, un Conseil européen et un Parlement européen, qui n'était pas à l'origine dans les traités en 1957, en tout cas pas dans la forme que nous les connaissons aujourd'hui. À l'époque, c'était juste une assemblée parlementaire. Aujourd'hui, c'est un parlement de plein droit et de plein exercice, avec un certain nombre de prérogatives. Et nous avons besoin de connaître le fonctionnement de ces institutions et justement le rôle du Parlement si nous voulons pouvoir accomplir notre devoir de citoyen et surtout comprendre, c'est essentiel, comprendre les politiques auxquelles nous participons en votant ou en ne votant pas et qui s'exercent sur nous. Dans ce module, nous allons donc nous intéresser aux principales institutions, le triangle institutionnel comme on l'appelle, mais pas seulement. Nous allons nous intéresser aussi aux autres acteurs, aux acteurs institutionnels et non institutionnels qui interviennent aussi dans le processus et le fonctionnement et la construction des législations européennes et des rapports de force politiques qu'établissent entre eux les différents acteurs. Et c'est la troisième chose sur laquelle j'insisterai, elle est très importante. L'Union européenne n'est pas un bloc monolithique, pas plus d'ailleurs que le gouvernement français ou que le Parlement allemand. Ce sont par définition des entités qui sont plurielles. Dans les institutions de l'Union européenne, c'est rigoureusement la même chose. Ça n'est pas l'Europe qui décide. C'est pour arriver à une décision, un certain nombre de processus et de mécanismes et de rapports de force entre des acteurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs et pas nécessairement les mêmes stratégies. Pour comprendre la politique européenne, qui est l'objectif que nous nous sommes fixés pendant ces quelques heures, pour comprendre la politique européenne, nous devons absolument
avoir systématiquement présent à l'esprit la diversité des acteurs, la diversité de leurs objectifs et la diversité des stratégies qu'ils mettent en place pour parvenir à ces objectifs. Parce que c'est dans l'interaction de ces acteurs, c'est dans les rapports de force entre ces différentes institutions, c'est dans la façon dont se règlent les dissensus et dont les coalitions se forment, que nous pouvons comprendre, et c'est seulement de cette façon que nous pouvons comprendre la politique européenne. L'Europe, c'est politique.